Non, Serge Alain, il y a une intention derrière ce projet. Je vais vous dire pourquoi. Tout ce qui se fait pour vous, sans vous, est forcément contre vous. Alors, quand j'ai parcouru, n'est-ce pas, la quintessence de ce document, je me suis rendu compte que le rapport indique clairement qu'il faut faire des tables rondes et faire venir sur la table des opérateurs politiques, les hommes d'église, la société civile, les hommes, les femmes, les personnes à motricité réduite et autres. Ça veut dire que l'ONU, qui s'occupe de ce pan-là, essaie de ressortir là le canevas des valeurs qu'il faut respecter avant toute élection qu'on voudrait transparente. Mais en amont, il faut savoir que c'est ELECAM qui fait cette demande. Or, ça va en droite ligne avec les revendications internes, locales que nous faisons depuis pratiquement 13 ans, qu'il faille que les acteurs politiques s'asseyent autour d'une table pour ensemble nettoyer le code électoral, nettoyer le processus électoral, tout comme voulu par ELECAM lui-même. Donc nous comprenons que ce texte est tellement bien écrit, mais nous avons peur d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de compatibilité entre ce qui est écrit ici avec ce que nous vivons sur le terrain. Parce que la démocratie se vit, elle ne s'écrit pas. Si elle s'écrivait, ça allait être, le Cameroun allait être un paradis par rapport même, n'est-ce pas, au libéralisme communautaire de ceux qui sont aux affaires dans ce pays. Mais nous voyons que c'est tout exactement le contraire. Donc nous avons peur qu'on soit en train de venir là, vernir une démocratie qui n'est en réalité qu'une monarchie. Et pour que ce soit véritablement un fait réel, si c'est porté vraiment par des hommes de bonne volonté, nous sommes à quelques jours des élections présidentielles. Il n'est pas trop tard qu'on fasse asseoir tous les acteurs autour d'une table, les hommes d'église, comme j'ai dit tantôt, les hommes politiques, la société civile et toutes les autres composantes de la société, pour qu'ensemble nous définissions les règles de jeu pour le jeu que nous allons tous y participer. Parce que eux-mêmes ici, qu'on ne peut pas être juge et parti en même temps. Parce que ELECAM, je ne veux pas exagérer, est complètement constitué des membres du RDPC. Et vous savez très bien que ces gens ne peuvent pas être objectifs dans le jeu qu'ils organisent. D'ailleurs, nous avons vu ici, même au Conseil constitutionnel, un président du Conseil constitutionnel dit que je lis ce qui m'a été rapporté. Donc, il n'a pas d'appréciation à faire dessus. Ça, c'est un message qu'il passait. Donc, nous disons, tout ce qui est contenu dans ce document me semble bien, mais nous avons peur qu'on soit en train de venir crédibiliser une mafia. Ok. Voilà, Pierre-Claver Nkodo, vous êtes du PURS, un parti qui défend l'équité et la transparence du jeu électoral. Voilà. Quel regard vous portez sur ce document qui, d'emblée, met de côté les formations politiques? Permettez-moi de vous rappeler un détail important. Je suis aujourd'hui âgé de 74 ans parce que je suis né avec l'indépendance de ce pays. Donc je suis un acteur depuis ma naissance jusqu'à ce jour de la politique camerounaise, donc même de la géopolitique mondiale depuis ma naissance et même bien avant. Au PURS, nous pensons simplement que c'est une ingérence flagrante. On a condamné déjà la pression qui est mise sur le gouvernement camerounais par l'Union européenne, la France et autres. Je pense que 65 ans, nous pensons que 65 ans après les indépendances, les Camerounais doivent apprendre à résoudre leurs problèmes de manière endogène et de manière inclusive. Cette émission des Nations Unies dans notre processus électoral nous rappelle... Mais c'est ELECAM qui allait chercher. Hein. Oui, ELECAM allait chercher parce que justement nous souffrons d'un déficit. On parle d'une correspondance d'ELECAM du 13 mai. J'en arrive. Oui. ELECAM y allait. Pourquoi? Parce que le Cameroun a un problème d'élite. Les Camerounais souffrent de la qualité de son élite. Oui. Je vous en prie. Ça, c'est une réalité. Je vous rappelle que lorsqu'André Marie Mbida est mis en minorité, c'est à la suite d'une élection supervisée en 1958 par la même organisation des Nations Unies, mais il sera mis en minorité avec la complicité de la France. Nous sommes d'accord là-dessus. Nous militons pour la souveraineté du Cameroun et tout ce qui porte atteinte à notre souveraineté, nous sommes contre cela. Par exemple, cette histoire de l'ONU et l'ELECAM, c'est un problème d'élite. Il y a des élites qui ne comprennent pas que le Cameroun est déjà assez mature pour réclamer sa souveraineté vis-à-vis de la puissance néocolonialiste et continue donc à trahir, à prostituer notre souveraineté pour justement initier des chiffons comme celui que vous avez là. Nous ne voulons même pas connaître le contenu de ces chiffons. J'appelle ça chiffon
comme Kadhafi le faisait avec la charte des Nations Unies, et j'assume, ok? Donc, notre problème, c'est de restituer au Cameroun sa souveraineté. Notre devise dans le PUR, c'est souveraineté, justice et prospérité. Ça signifie que nous œuvrons dans l'intérêt du Camerounais et du Cameroun. Le reste, c'est du blabla. Elekam, et allez le voir, Elekam, c'est qui? Il y a un camarade, notre panéliste qui a évoqué un peu qui est à l'ECAM, qu'est-ce que c'est que l'ECAM et qui est membre de l'ECAM. Vous comprenez que c'est tout ça, c'est les mêmes gens, qui prostituent la souveraineté de notre pays. Et nous sommes contre ce genre de démarche. Ok. Ouais, c'est pas un chiffon, hein, Pierre-Claver Nkodo, c'est un projet. Oui, ben, écoute, signature ça a valu la. Ednou Abraham Ebé, qui est le président du conseil électoral, qui porte la signature du docteur Issoussa Eric, directeur de l'ECAM, qui porte la signature de Opia Mensa Kouma, qui est le représentant du PNUD, voilà, et le coordonnateur du système des Nations Unies, Issa Sanogo. Je vous en prie, l'ONU a tronqué les élections, n'a pas tronqué les élections, a organisé une élection historique au Cameroun qui a apporté André Marine Bida au poste de Premier ministre. Avant l'indépendance de ce Cameroun, la même ONU a soutenu la France pour mettre André Marine Bida en minorité et placer à la tête placer à la primature quelqu'un contre des gages à travers les 11 accords de coopération donc que vous connaissez sans doute, pour justement préserver les intérêts de la France. Donc l'ONU pour nous est complice de ce que le Cameroun vit depuis son accession à l'indépendance. Ok. André-Marie Biboum, comment vous expliquez cette absence des organisations de la société civile pour des événements qui touchent à la citoyenneté des Camerounais? Non, je voudrais d'abord rappeler ici que la vie sociopolitique d'un pays n'est pas statique, elle est dynamique. Elle est dynamique et puis nous n'allons pas malheureusement faire une comparaison entre ce qu'on a vécu en 65 et ce qu'on va vivre en 2025. Il faut savoir que les choses ont évolué et aujourd'hui ou en 2018, aujourd'hui on va vivre, n'est-ce pas, des mécanismes actualisés. Je crois que ce document parle bien de projet d'assistance. Qu'est-ce qu'on reproche les acteurs politiques? Qu'est-ce que les acteurs politiques ont longtemps reproché à l'ECAM? C'est d'entretenir une relation incestueuse avec le parti au pouvoir. Et lorsque j'ai regardé ceux qui ont conjointement signé ce document, je n'ai vu aucun parti politique. C'est-à-dire y compris le RDPC. Y compris le RDPC. Donc le RDPC également pouvait se lever pour dire nous avons été exclus de cette convention, si je peux l'appeler ainsi, cette convention qui a été signée entre l'ECAM et l'ONU. Ce qui revient à dire que ce document, qui est d'ailleurs très riche, si on venait à le respecter, parce que ici, il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas, parce que je l'ai décortiqué de bout en bout, il ne s'agit pas de l'ONU qui vient imposer quelques mécanismes que ce soit, ou quelques politiques que ce soit à l'ECAM. Ce document montre le canevas que l'ONU est en train de mettre à la disposition de l'ECAM pour pouvoir, n'est-ce pas, mener à bien son organisation ou alors toute sa politique et ses stratégies pour avoir une élection telle que le souhaitent tous les Camerounais. C'est-à-dire impliquer tous les acteurs politiques, tous les acteurs, les parties prenantes, je voudrais dire, à l'élection. Et moi, j'ai été également très intéressé de constater que ce document ne concerne pas seulement l'élection présidentielle 2027. Ça s'étend jusqu'à 2027. Ça veut dire on a au moins, on pourra jauger, n'est-ce pas, au sortir des élections de 2025, qu'est-ce que l'ONU, ou alors qu'est-ce que ce document aura apporté de positif dans le processus électoral en 2025 et tirer les conclusions par rapport aux élections à venir. Donc, d'emblée de jeu, c'est ce que je pourrais déjà dire par rapport, n'est-ce pas, à ce document qui est vraiment riche et qui interpelle, n'est-ce pas, la conscience de tous les Camerounais, parce que ici, tel que j'ai lu, ça nous invite chacun, parce qu'on a cité les hommes politiques, on a cité, n'est-ce pas, les hommes d'église, on a cité les jeunes, on a cité les femmes, donc nous tous nous sommes concernés, n'est-ce pas, par ce document, et je crois que si on essaie, n'est-ce pas, de mettre en application ces orientations que l'ONU est en train de donner à l'ECAM, on pourra arriver à une élection vraiment apaisée. Voilà, Sylvain Mika, qu'est-ce que vous répondez à ceux-là qui pensent que ce document vise en fait à renforcer la méfiance vis-à-vis du système électoral que de
au lieu de le crédibiliser. Ils pensent que ce document, ça renforce plutôt la méfiance vis-à-vis de notre système électoral actuel. Je pense que mon frère Biboum a suffisamment élagué toutes ces suspicions qui rôdent autour de ce document. Voyez-vous, quand vous dites, il ne s'agit pas de franchise, il ne s'agit pas d'ingérence ou de perte de souveraineté. C'est une institution qui sollicite une assistante qui est purement technique. Et il a si bien défini que ça ne concerne pas seulement sur l'élection présidentielle, parce qu'on sait que c'est elle qui est On parle d'élections présidentielles, régionales, législatives et municipales. Donc carrément toutes les élections qui sont programmées jusqu'en 2027. Donc on comprend qu'on ne focalise pas sur une quelconque élection. Ce que la plus querellée actuellement, c'est l'élection présidentielle. Donc je me dis qu'il faudrait une fois, aujourd'hui, on peut faire confiance aux institutions, parce qu'il y a un problème. Les Camerounais, généralement, l'opposition, ou alors les oppositions, parce que c'est comme ça que j'aime les qualifier, parce que le Cameroun, il n'y a pas une opposition, il y a les oppositions. Et elles sont toujours dans une posture de suspicion et de décrier tout ce qui est faisable, tout ce qui est expérimentable. Moi, je me dis, une fois, on peut dire aujourd'hui, on a beaucoup décrié les élections passées. Aujourd'hui, on peut essayer un peu avec l'ONU, qui n'est pas un État. L'ONU, c'est toi, c'est moi, c'est la France, c'est tout le monde. On n'a pas dit que l'ONU va venir faire les élections au Cameroun. Il va nous accompagner. Sylvain Mika, au sortir de la présidentielle 2018, l'ECAM avait lui-même fait son rapport. Il y a noté un certain nombre de manquements. Mais 7 ans après, rien n'a véritablement bougé. Vous comprenez d'ailleurs pourquoi l'opposition demande... Mais raison de plus... Puisque l'ECAM même constate qu'il y a des problèmes. Nous sommes en 2018. Oui. Et nous sommes en 2025, 5 ans après. Rien n'a bougé. Moi, je vous voulez enlever à l'opposition sa façon de... Oui, mais il faut amener des suspicions avec des éléments probants. Comment est-ce qu'on n'a même pas encore expérimenté cette piste qui est l'assistance avec l'ONU et on commence à dire non, c'est une ingérence, c'est un complot et tout. Moi, je ne voudrais pas qu'on essaie de dévorer dans ce sens. Il faut qu'on reste quand même un peu républicain face à certains actes que prend l'État. Voyez-vous. Donc, moi, je pense que cette coopération, si je l'appelais comme ça, on peut faire confiance aux institutions. Parce que vous savez le contexte qui prévoit actuellement. Ces élections qui arrivent seront vraiment tendues. Mais si même le processus, lui aussi, est biaisé... Pourquoi tendu? Non, mais il est tendu, vous savez tout ce qui se passe. Il y en a qui disent que non, ils ont droit à ceci, et d'autres qui pensent que lui, il n'en a pas droit. Et peut-être demain, des décisions seront prises qui pourront apporter peut-être des remous. Il faudrait qu'on mette toute la batterie, tous les mécanismes autour de ces processus qui arrivent, afin que chacun au sortir doit recevoir de la convocation ou alors de contentieux post-préélectoral qui ne disent pas qu'on a comploté contre lui. Il faut une transparence, déjà par le processus d'investiture dans les partis et par l'ECAM qui va valider, et maintenant par le contentieux avec le Conseil constitutionnel qui pourra maintenant dire oui, lui a raison, tort. Je pense qu'en faisant appel à ces institutions, c'est pour essayer de baliser. C'est de baliser tout le processus. Ce n'est pas pour avantager qui que ce soit ou que le RDP se serait, comme l'ombre du RDP se plane sur toutes les décisions que prend l'État. Parce qu'il y a comme impression de fois qu'on essaie de faire ce chevauchement ou juxtaposer l'action de l'État à celui du RDP, ce qui est purement partisan et qui se joue sur le terrain avec nos militants. Ce n'est pas nous qui suivons les documents ou suivons les accords avec les États. Donc, le RDP, elle comme formation politique, salue cette initiative et pense que peut-être cette fois-ci pourra apporter du crédit, alors pour crédibiliser le processus qui a été querellé les années précédentes, 2018 par exemple, vous savez, avec tout ce qu'il y a eu, le contentieux nous a pris plus de temps que la campagne électorale. Donc, nous souhaiterons que cette année et les années qui arrivent, que les hommes politiques se concentrent beaucoup plus sur leur programme, se concentrent beaucoup plus sur les projets qu'ils ont apportés à la société, que de rester dans les tribunaux ou dans les suspicions ou des revendications farfelues et faire du militantisme fantoche. Voilà, Augustin Kouepo, qu'est-ce qui dérange véritablement? C'est un projet d'assistance. Je vous ai lu les signataires principaux. Il y a le président du conseil électoral, il y a le directeur général de l'ECAM et 2 hauts fonctionnaires du système des Nations Unies. Ils pensent à travers ce document, mais comme il a dit également André-Marie Biboum, les autres acteurs vont rentrer. Votre problème, c'est qu'il fallait être là dès le départ. Je veux dire une chose, Serge Alain. Je suis très choqué
quand j'entends un représentant ici, notamment celui du RDPC, parler de chiffon, de farfelu, autant pour moi, je voudrais qu'on soit un peu poli vis-à-vis de nos compatriotes. S'il faut faire, je vais revenir d'abord sur les propos de M. Baboum pour lui dire qu'Elekam ne peut pas faire une sortie sans l'aval du système en place. Il faut que ce soit clair. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Comment vous le savez? Quel système? Non, je veux dire le système gouvernant. Elekam ne peut pas prendre une initiative sans que le système gouvernant est validé. Ça, c'est pour dire que la même machine qui a à l'intérieur les marmites, les plats et les assiettes, c'est cette machine qui décide de faire venir l'ONU. Mais non, je ne veux pas faire ici le procès de l'ONU. Mais s'il faut regarder l'actif, le passif de l'ONU en Afrique, j'ai peur de dire que c'est un machin qui nous crée trop de problèmes. C'est-à-dire que si on regarde seulement dans l'AOS aujourd'hui, avec ce que l'ONU a posé là-bas, depuis près d'une 50aine d'années, comme déséquilibre, comme affre, comme misère, je crois qu'on peut en venir à un moment à dire non. Vraiment, occupez-vous de vos maniocs et laissez cette Afrique, laissez ce Cameroun qui a 65 ans d'indépendance. Moi, je crois qu'à un moment, Serge Alain, il faut que les gens se regardent et se disent des vérités. Dans ce pays-ci, dans la sous-région, les étudiants partaient de partout pour venir faire les meilleures écoles au Cameroun, parce qu'on avait des grands professeurs, des Mouélé, les Conchou Komini et autres que je ne vais pas citer ici, qui étaient des références, au point où, dans notre pays, le Cameroun, on avait besoin de régler un problème frontalier, on s'est déporté pour aller chercher les spécialistes ailleurs, comme ce qu'on est en train de faire là, en important des gens ici, alors qu'en réalité, les valeurs étaient sur place. Donc, moi, je veux dire que, certes, on ne peut pas se défaire de toutes ces institutions de Bretton Woods, parce que nous sommes des États et on a des relations avec ces États-là. Mais il faut que ce soit des relations saines. Et quand on veut venir dans un pays pour apporter une expertise, il faudrait que les acteurs du domaine dans lequel on vient expertiser soient assis autour de la table. Après de nombreuses années, on ne peut pas venir nous dire que c'est quand l'ONU va écrire ce que le grand frère appelle chiffon là, que nous allons enfin penser que nous avons un processus électoral qui est apaisé et qui est consensuel ou bien inclusif. J'ai suivi là-dedans qu'il y a des approches transversales. On ne peut pas avoir d'approche transversale sans avoir les personnalités de la société civile, sans avoir des journalistes, sans avoir des hommes de médias, sans avoir les hommes politiques qui sont les premiers concernés. Donc je dis, nous ne sommes pas ici pour faire le procès de l'ONU, de toute façon, pas le MRC, mais nous disons que nous en avons marre des ingérences obscures. Hein. Voilà, des ingérences obscures. Non, ce n'est qu'une première étape. Très bien, ok. Ce n'est qu'une première étape, ce projet. Oui, si c'est une première étape, c'est pour ça que j'ai dit à l'entame de mes propos ici, que si c'est fait avec la bonne volonté, alors qu'il se rattrape, et que les faits que nous vivons sur le terrain nous indiquent effectivement qu'il y a un petit changement dans la mentalité des Camerounais qui, n'est-ce pas, sont des responsables du processus électoral au Cameroun. Nous venons de vivre un événement malheureux. Voilà un homme qui a presque donné sa vie, qui a presque risqué la mort, parce qu'il voulait sauver une partie du territoire national, qui est chassé de l'intérieur de son pays, parce qu'il prenait les avions nuitamment, il prenait les routes où il pouvait trouver la mort nuitamment pour aller se battre et récupérer une partie du Cameroun. Lui, aujourd'hui, dans la capitale politique économique du Cameroun, il est traité comme persona non grata au point où on lui demande de sortir de la ville. Vous comprenez que nous sommes dans... Ce n'est pas compatible avec ce document que j'ai devant moi. L'ONU devrait se pencher dessus pour dire que voilà les revendications de certaines personnes qui sont des acteurs de ce processus. Pourquoi ne sont-ils pas là-dedans? Il fallait qu'on mentionne ça ici pour montrer leur honnêteté, pour montrer qu'effectivement, ils sont en train de changer le logiciel. Pour dire vraiment, si vous voulez qu'on aille ensemble, mettons-nous tous ensemble. Et puis, d'ailleurs, il y a les experts de tous bords ici. Okay. Comme le grand frère est en train de dire, là, nous n'avons pas besoin. Puisque ailleurs, Augustin, on vient chercher au Cameroun. Augustin, ça c'est une émission. Il ne faut pas qu'on ait deux discours. Hier, le régional Massoma, je lui ai posé la question à 2 reprises. Il m'a dit que le professeur a décidé de son propre chef de quitter la ville de Douala. Hier. Oui, je peux répondre. Je vais répondre de la même manière. Parce que là, vous venez de dire qu'on a chassé. Oui, mais écoutez, ce n'est plus la même chose. Quand vous êtes assigné à résidence, vous êtes dans un hôtel ou bien des meublés, on vous empêche de sortir de votre meublé pour aller à un point X. Mais ça veut dire quoi? Non, le fait de
quitté Douala. C'est la même scène, c'est-à-dire qu'on le dit de façon masquée, Serge Alain. Oui. C'est exactement la même scène qu'on a vécue ici la dernière fois quand il était à Bessengue ici. Oui, ça c'est autre chose. On l'a escorté. Oui, bon, cette fois-là, on ne l'a pas escorté, mais c'est le même message. Oui. On te dit de façon masquée, tu ne peux rien faire là où tu es là. C'est la seule chose que tu peux faire, c'est de dégager d'ici. C'est ce que ça veut dire. Ok. Donc, vraiment, Pierre Claver, qu'est-ce que le PURS concrètement, parce que vous ne semblez pas être d'accord avec cette démarche ELECAM et les Nations Unies, qu'est-ce que vous... Parce que depuis un certain temps, il a parlé d'un climat un peu tendu, ELECAM souhaite des élections apaisées, au terme desquelles le vaincu va féliciter le vainqueur. Pierre Claver Kodo, qu'est-ce qu'il reste à faire entre cette période-ci, pendant que nous sommes sur ce plateau, et l'élection d'octobre, la mère? Ce qui aurait dû être fait, au lieu de faire appel à l'ONU, qui est quand même passif, comme je le rappelais sur le plan historique, et même au-delà du Cameroun, on a quand même vu le rôle de cette fameuse ONU en Côte d'Ivoire en 2011 avec la mise à l'écart du président Gbagbo, où un certain Choi a fait feu de tout bois pour placer l'actuel président ivoirien, dont je préfère ne pas citer le nom, au pouvoir. On l'a vu, on a vu la même ONU en République démocratique du Congo, qui, malgré la présence de la MONUSCA, n'empêche pas que ce pays-là soit en cours de balkanisation. On a vu l'ONU du côté du Soudan, pas du Soudan, disons du côté de certains pays de la Libye, qui n'a pas empêché que la Libye, et qui a même été complice. Alors, vous pensez qu'une institution comme celle-là, dont le président Kadhafi souhaitait la remise en plat des textes réglementaires est digne de confiance, nous courons tout droit vers une entourloupe. Le PURS pense que l'ONU n'est pas digne de confiance au regard de son passif historique. Et le PURS pense qu'on aurait pu asseoir tous les Camerounais autour d'une table pour penser les élections, les échéances politiques à venir. Ça ne tient pas 2 semaines. L'État a de l'argent, même comme une partie est détournée, mais ça ne tient pas 1 semaine pour que toutes les forces politiques de la société civile s'asseyent pour penser une garantie à la faveur, au thème des élections à venir. Dans la position du PUR, c'est clair. Pas d'ingérence, parce que nous sommes un parti souverainiste qui s'inspire du courant panafricaniste et qui place l'homme au sein de tous les actes que nous posons. Nous pensons que, à ce titre, l'ONU n'a pas sa place dans le processus électoral. C'est très important de le retenir. Et c'est très important pour nos téléspectateurs d'enregistrer dans leur logiciel. Si le Cameroun est dans la situation actuelle, parce que l'ONU a accompagné la France dans le cadre de l'accession au pouvoir de Amadou Ahidjo en torpillant son élection. Vous savez comment André-Marie Mbida a perdu sa magistrature? C'était à la suite d'une corruption lamentable de la France à l'égard des élus et des députés camerounais. Et Ahidjo a été battu par André-Marie Mbida a été battu pour sur une voie. Je ne veux pas citer de qui s'agit-il. Parce que justement, l'ONU a la solde des puissances impérialistes. C'est la réalité. Si l'ONU s'immisce dans notre élection, nous perdons notre souveraineté et l'ONU va nous imposer la conduite à tenir le moment venu. Apparemment, c'est pour valider les résultats des élections à venir, mais en réalité, l'ONU le fera pour le compte des puissances impérialistes. Voilà. Ça, c'est la position du PUR, ce dont nous sommes contre, nous nous opposons. Nous pensons que s'il fallait une élection crédible, les Camerounais sont assez intelligents. Il y a de la matière. Qu'est-ce qu'on va chercher avec l'ONU? Nous sommes assez intelligents. Vous êtes assez intelligent, M. Serge Alain Autou. Vous tenez un plateau stratégique. Il est assez intelligent, mon frère du RDPC. Nous tous ici ne sommes pas bêtes, quoi. Qu'est-ce qu'on va chercher? Pourquoi on doit se... Donc c'était une erreur de l'ELECAM de solliciter l'assistance technique? C'est une erreur. L'ELECAM aurait dû faire une note à ses patrons pour les dire, écoutez, dans la petite des élections à venir, compte tenu du contexte actuel, il serait important d'organiser une rencontre entre les acteurs politiques et de la société civile et même des médias pour voir dans quelle mesure l'élection pourrait être apaisée. Donc pour nous, c'est une forme d'imposture, une forme d'ingérence dans les affaires intérieures du Cameroun. Et ça, nous ne pouvons pas valider cela. Ok. André-Marie Biboum, quel rôle devrait en fait jouer cette société civile pour
un jeu électoral plus inclusif, hein, parce que le mot a toute sa place. Quand on parcourt ce document, on sent vraiment qu'on veut impliquer plusieurs corps. La société civile devrait faire quoi? Non, la société civile, tout comme les autres acteurs, n'est-ce pas, impliqués dans le processus électoral, doit se mobiliser pour que les règles du jeu soient satisfaisantes pour toutes les parties. Ouais. Alors, je reviens sur ce projet d'assistance technique. Sur le plan économique, pour les promoteurs d'entreprises, lorsqu'on parle d'assistance technique, je ne pense pas qu'on fait venir ces assistants techniques pour prendre le contrôle d'une entreprise, mais pour apporter l'expertise nécessaire. Avec pour but de quoi? De rendre l'entreprise performante et aboutir à une plus-value intéressante. On a reproché à Elecam, je ne suis pas l'avocat défenseur d'Elecam, mais je suis la base de ce document. On a longtemps reproché à Elecam, je continue de le dire, ses manquements. Si Elecam a adressé une correspondance à l'ONU, je parle bien, c'est Elecam, Serge Alain l'a d'ailleurs souligné, et la correspondance est là, c'est Elecam qui va vers l'ONU pour leur dire voilà les problèmes que nous avons. Ça veut dire Elecam reconnaît quelque part qu'elle est limitée. D'accord? Limitée. Ok? Et qu'il faille maintenant un regard extérieur plus expert pour pouvoir les accompagner dans le processus. Et lorsque nous lisons, je dis bien, lorsque nous lisons ce document, l'ONU ne vient pas avec ses acteurs. L'ONU dit à Elecam, voilà ce que nous vous proposons. Si vous appliquez tout ceci en impliquant tout le monde, les partis politiques, les hommes d'église, les jeunes, les femmes, avec tel discours, parce que j'ai tout écrit, avec tel discours, telle mobilisation, on pourra aboutir à une élection transparente, apaisée, et que les résultats soient, n'est-ce pas, je vais dire crédible et accepté de tous. Donc ça, c'est l'idée qui se dégage de ce document. Maintenant, je reviens sur votre question, Ségalé Ondo. Le rôle de la société civile, je le dis toujours, la société civile n'est pas un parti de l'opposition. Non. Nous sommes là pour apporter notre expertise, dire ce qui est bien, dire ce qui ne va pas et émettre des idées sous forme de propositions. Et c'est dans ce chantier que nous nous mobilisons au quotidien. Parce que les élections, lorsque les élections sont mal organisées par Elecam, les conséquences, nous les connaissons. On ne regarde pas seulement ce qui peut se passer avec les émeutes et tout, mais on regarde beaucoup plus l'être humain. Parce que nous avons tellement perdu les valeureux Camerounais lors des échéances précédentes qu'on ne souhaiterait plus revivre ça un jour. C'est pour cela que nous menons le même discours vers les hommes politiques. Et je dis toujours, les hommes politiques, les leaders politiques doivent avoir des écoles de formation sur le militantisme. Ça manque dans notre pays. On a des militants qui ne savent même pas que la politique c'est un jeu. Pour eux, si ce n'est pas mon candidat, ça se gâte. Si ce n'est pas mon candidat qui passe, on casse tout. Alors qu'on doit amener les militants à comprendre que non, on va à une élection, on doit tenir un discours républicain, on doit préserver les acquis. On doit préserver les acquis, parce qu'aujourd'hui, on a beau reprocher au régime en place, mais lorsque nous aurons détruit ce qui est là, il faudra encore recommencer le chantier à zéro. Non. Préservons les acquis, c'est-à-dire mobilisons-nous tous pour qu'il y ait la paix avant, pendant et après les élections, quel que soit le candidat qui sera déclaré élu, qu'on accepte, même si ça peut faire mal, parce que même sur d'autres studios, on a à un moment cru qu'il y avait des donneurs de leçons en termes de démocratie. Nous avons vu également de ce côté-là des revendications. D'accord? Donc, essayons de nous asseoir et de se regarder en face, de se dire d'abord le Cameroun. Ce n'est pas les partis politiques, c'est d'abord le Cameroun.